effectivement de l'échelle de gouvernance dans la discussion ultérieure. Je vais tout de suite passer à Philippe Pagé, que je présente d'abord, maire de la municipalité du canton de Saint-Camille, dans les cantons de l'Est. Philippe Pagé a été élu à la tête de ce dynamique village agriculturel en 2017 à l'âge de 31 ans. Et il est également le directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec, une organisation nationale affiliée à l'UPA qui porte la voix des jeunes établis en agriculture ou qui souhaitent le devenir. Alors, Philippe, peux-tu nous présenter un peu ta réalité et ta perspective? Oui, ben bonjour tout le monde. C'est ça, enchanté de vous rencontrer virtuellement. Là, j'ai vu des gens dans la salle que je connais. Là, je vous salue là, par le fait même. Fait que, on m'avait demandé, puis je voulais un peu aussi aborder là, le point de vue plus rural là, de l'aménagement du territoire, puis les impacts que ça a, entre autres, la situation qu'on vit actuellement. Il faut voir la COVID-19 aussi comme un grand bouleversement historique, là, je pense, là, que notre société aura vécu, puis même la planète. Là. On ne sait pas encore si ce sera aussi grand que la révolution industrielle, la Première Guerre mondiale ou la Deuxième, mais ces enjeux-là ou ces événements-là ont déjà causé des exodes ruraux là, par le passé. Là, où on a vu des villages, dont le mien, là, se vider de leur population, passant de presque 1500 personnes à 400 en l'espace de quelques générations, par l'attrait là, que les villes avaient là, à cette époque-là. La COVID-19 avec le télétravail, j'entendais Mme Harel parler de troisième couronne. Peut-être qu'à un moment donné, il n'y aura plus de couronne, puisque autant nos villes se sont habituées à l'arrivée de l'automobile, peut-être que le télétravail aussi aura un impact là-dessus. Je pense que c'est un moment important qu'on traverse aussi en ce moment avec la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Là, il y a eu plusieurs exposés là-dessus là, dans les dernières minutes, là, comme quoi, bon, je pense que c'est un moment où la volonté politique semble être là, pour apporter des changements importants. Je trouve ça bien qu'on fasse ça aujourd'hui. Et je voulais saluer d'entrée de jeu aussi. Ben, en fait, je voulais vous dire que je me trouvais très privilégié là, de partager cette tribune-là avec Mme Harel puis Mme Charbonneau. Fait que, considérez-vous comme... parce que je vous le dis. On m'avait demandé de parler de Saint-Camille, puis bon, un peu développement rural, comment on peut respecter l'environnement en se développant dans les milieux ruraux, puis aussi de faire un parallèle avec l'agriculture. Je vais y aller de ce pas en commençant peut-être par Saint-Camille. On est peut-être moins connu que Montréal et Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, fait que Saint-Camille, c'est dans les cantons de l'Est. On est situé près de la nouvelle ville de Val-des-Sources, anciennement Asbestos. On est près de la ville de Sherbrooke. On est une population de 550 personnes. On était 450 il y a 10 ans là, déjà dans notre village. Donc, on voit qu'on est quand même en augmentation là, assez constante. Il faut dire qu'on a un milieu qui est assez particulier dans la mesure où il y a toujours eu un engouement là, pour les gens de venir résider à Saint-Camille. Là, puis ça pouvait reposer sur plusieurs choses. Là. On a un développement rural qui est assez intéressant. À l'époque de Solidarité rurale, Saint-Camille a toujours participé activement à ça. Le premier président, c'était Jacques Proulx, là, qui est un résident de Saint-Camille qui est bien connu, ancien président de l'UPA. On a un développement culturel aussi qui est très important. Là. Il y a beaucoup d'artistes à Saint-Camille. Il y a un centre culturel qui est dynamique, fait que ça a toujours attiré des gens. On a un développement qui est coopératif aussi. Il y a plusieurs coopératives sur notre territoire, que ce soit en service conseil en agriculture ou que ce soit des coopératives d'habitation qui ont repris, par exemple, le presbytère pour faire des logements pour nos aînés. On a notre centre communautaire aussi où il y a une coopérative qui s'est créée pour l'administrer puis créer des événements. Et une forme de bassin d'innovation sociale là, qui a fait en sorte qu'au fil du temps, on s'est démarqué, puis on a toujours eu des gens qui souhaitaient venir s'établir à Saint-Camille, ce qui n'était peut-être pas le cas là, dans toutes les communautés rurales du Québec. Là, je pense qu'on en connaît. Nous, on a eu un développement domiciliaire par le passé qui a fait un peu notre renommée, là, qui était le développement du Rang 13. C'est un développement qui s'est fait dans une zone blanche, mais en campagne. Et ça avait comme projet au départ d'attirer une vingtaine de résidences là, sur des lopins d'à peu près 3-4 hectares, là, je dis n'importe quoi, une dizaine d'hectares, pardon, qui permettaient des fermettes. Bon, une fermette, là, ça n'a pas de définition nécessairement là, coulé dans le béton. Là. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu tant d'entreprises agricoles là, qui ont été formées là, au fil de ces années-là. Aujourd'hui, on est 100 personnes de plus, beaucoup à cause de ce développement-là, mais
on n'a pas réussi à créer une activité agricole, je dirais, de nature économique. Là. Il y a des projets nourriciers qui sont là, mais moins des projets là, agricoles. Fait que ça nous a amené une réflexion là, sur comment on voulait se développer dans les prochaines années, de faire, en respect de ce qu'on se dit en matière d'aménagement du territoire, mais aussi d'environnement. Fait qu'on a voulu centrer beaucoup notre développement sur le village, quelque chose qui est moins naturel, je vous dirais, pour les municipalités. Souvent, les gens qui souhaitent s'établir en ruralité, c'est pour le faire en campagne. Généralement, ils veulent un cadre enchanteur, là, de la villégiature, un lac, une montagne, une forêt, quelque chose du genre. Tu sais. C'est rare que les gens vont dire « je souhaite aller habiter un village ». Pourtant, les attraits qu'on a c'est possible de jouir de ces attraits-là sans nécessairement habiter la campagne. Tu sais. Et un meilleur aménagement de nos villages permettrait justement là, des déplacements actifs là, qui seraient plus intéressants. Je suis allé en France un peu avant la pandémie, puis il y a des villages où sont 350 personnes, mais l'école, on est capable d'y aller à pied, la garderie, on est capable d'y aller à pied, les petites épiceries, on est capable d'y aller à pied. Alors que nous, on a tendance à se centrer beaucoup sur l'automobile pour nos déplacements. Et à un moment donné, ça finit aussi par égrener le tissu social. Là, quand on est une communauté qui est capable de se déplacer à pied pour rejoindre tous nos services, on protège la campagne, on protège l'agriculture, puis en même temps, on crée des cadres de vie, je pense, à dimension humaine qui peuvent s'apparenter à des quartiers qu'on voit là, en ville. Là. Je pense à Rosemont, entre autres, des milieux de vie où on est capable de connaître nos voisins. Ben, un village, on est capable d'amener ça sans nécessairement vivre en campagne. Fait que nous, on a centré beaucoup notre action là-dessus. On a acheté un terrain récemment là, qui jouxte le périmètre urbain en vue de le dézoner, les zones vertes. C'est un terrain boisé, c'est pour agrandir le village et en faire des terrains résidentiels. Sachant que, c'est sûr, c'est du dézonage, mais en se disant qu'on protège aussi le territoire agricole qui est en campagne puis qui, lui, n'est pas collé sur le périmètre urbain. Puis ça évite ensuite que des gens aillent s'établir en campagne. Ce bout-là, il est très important, puis je rejoindrai peut-être mon chapeau là, à la Fédération de la relève agricole puis à l'UPA, là, parce qu'on sent beaucoup un engouement là, pour les milieux ruraux, pour l'agriculture en général. Dans les dernières décennies, là, si on calcule là, depuis les années à peu près déjà, je pense que c'était 2000. Je pense qu'on avait commencé les calculs, la recherche que j'avais vue, là, que la FQ1 avait montée, ça partait de 2011 jusqu'à 2016. C'est 50 000 emplois là, que les milieux ruraux ont perdus dans ces années-là. Puis 75 des emplois qui sont créés le sont généralement dans les 9 plus grandes villes du Québec. Ce qui fait aussi que nos milieux, on crée moins d'activités économiques, moins d'emplois qui sont bien payés, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une espèce de cercle vicieux où la population qui est là est moins éduquée, moins riche, avec un accès à moins de services aussi. Nous, on a été chanceux, on a réussi à relever notre indice de vitalité économique de 4 sur 5 à 2 sur 5 en 15 ans. Mais tout ça a été fait parce qu'on était capable d'attirer des gens dont le travail n'était pas nécessairement relié à leur position géographique ou des travailleurs autonomes qui étaient capables de créer leur propre emploi. Il faut penser à ça quand on pense aussi à nos développements ruraux puis à nos villages, parce que si on veut que des gens habitent là, on ne peut pas leur dire tout le temps, vous allez gagner moins cher que les autres Québécois, vous n'aurez pas accès à d'autres services, puis bon, vous vivrez différemment. En même temps, en agriculture, puis c'est un peu le parallèle que je veux faire en terminant, l'engouement qui est créé a fait une grosse pression sur l'aménagement du territoire où on se fait souvent parler de morcellement là, comme étant une solution là, à créer plus d'entreprises agricoles, que ce serait donc une solution. Les écoles d'agriculture sont pleines là, depuis au moins 5 ans. Là, il y a des nouveaux cours qui se créent chaque année, des nouvelles classes qui se forment pour être capables d'accueillir la demande. Mais le problème vient surtout des cédants, des entreprises qui sont en voie d'être transférées et où la relève est pas capable là, d'accéder à la terre ou avoir les capitaux nécessaires pour les transferts d'entreprises. Généralement, on parle de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, là, où on a vu un déclin là, constant là, du nombre d'entreprises agricoles. Depuis 2010, ce qu'on sait, c'est que... attendez, je retrouve mes notes, excusez-moi. Oui, de 1996 à 2016, on a perdu 20 de nos fermes au Québec. C'est à peu près 7 000 entreprises agricoles qui ont disparu, puis près de 12 000 entrepreneurs agricoles qui ont quitté la profession, là, tout ça entre 1996 et 2016. Pourtant, dans une période de temps presque similaire, là, de 2010 à 2020, les recettes agricoles ont augmenté de 2 milliards au Québec.
Ce qui veut donc dire que la diminution du nombre de fermes n'a jamais suivi en tout cas, il y a eu une augmentation des recettes, mais une diminution du nombre de fermes, ce qui veut dire que le Québec n'a pas perdu en productivité parce qu'il y a 12 000 fermiers ou fermières de moins depuis ce temps-là. La tarte, c'est simplement divisé différemment. Puis qu'on voit, c'est plutôt une concentration des fermes dans les mêmes mains, dans les zones rurales, versus un nombre plus important là, de petites fermes. Il faut dire qu'il y a une lueur d'espoir à l'horizon. En 2020, il y a eu une augmentation du nombre de fermes qui a été observée pour la première fois depuis 1941. Je pense que c'est positif là, pour le futur. Mais il faut trouver une façon là, de jumeler les deux, d'être capable d'accueillir des nouvelles entreprises, des nouvelles personnes dans nos villages sans que ça se fasse au détriment de l'aménagement du territoire. Mme Charbonneau, Mme Harel disait juste avant moi, là, justement, qu'il fallait probablement revoir la fiscalité municipale. Je pense que c'est incontournable qu'on passe par là pour l'allier aussi à l'agriculture. Comme on le sait, le prix des terres a augmenté d'une manière complètement folle là, dans les dernières années. Dans les années 85, on disait qu'une terre qui valait 1 000 l'hectare en valait 2 314 l'hectare en 2000. Mais en 2020, à peu près, c'est les derniers chiffres qu'on a, là, c'est 16 398 l'hectare que les gens payent une terre agricole. Et la production n'a pas suivi. On ne fait pas pousser 16 fois plus de carottes sur le même hectare de terre là, parce qu'elle vaut 16 fois plus cher. Là. Puis pourtant, les agriculteurs, puis les administrations municipales fondent leurs revenus de taxes là, sur la valeur de cette terre-là, qui est évaluée de la même façon qu'une tour à bureau, qu'une maison résidentielle. Et on n'est pas capable de morceler au Québec d'une manière durable tant qu'on ne sera pas capable d'obliger les gens à cultiver cette terre-là. C'est très facile, très facile, sans parler, là, ceux qui ont les moyens sont capables d'acheter des terres agricoles sans avoir besoin de les cultiver. Ce qui fait que même si on morcelait le territoire, peut-être que le temps d'une entreprise de 1, 2 générations, on est capable d'avoir une petite terre, mais aussitôt que les gens s'en vont ou la vendent, on est toujours à la merci de quelqu'un qui est capable de l'acheter sans avoir nécessairement besoin de faire de l'agriculture dessus. Fait que si on a l'opportunité de revoir la fiscalité des municipalités, je pense qu'on est capable en même temps là, de se faire une réflexion sur une forme d'agro-fiscalité là, où on pourrait obliger au Québec, comme il se fait déjà en Europe, là, les gens à cultiver les terres au Québec, d'avoir cette obligation-là que si une terre est en culture ou que c'est possible de la cultiver, qu'il faudrait qu'il y ait de l'agriculture là-dessus. Puis ça pourrait justement avoir une incidence positive sur le prix où il y aurait probablement moins de grande spéculation là, sur ces terrains-là là, quand ils deviennent disponibles. C'était en gros ce que j'avais à vous dire, mais je sais qu'il y aura d'autres échanges par la suite. Là. Je pourrais m'arrêter là, puis permettre là, des échanges sur les questions. Voilà. Merci. Oui, merci, M. Pagé. Plein de choses intéressantes. Moi, je retiens que c'est quand même rafraîchissant là, d'entendre quelqu'un dans la ruralité mettre beaucoup l'accent sur son noyau villageois, puis sur justement là, aller contre peut-être la dynamique qu'on voit beaucoup d'installation dans les paysages, mais de travailler fort sur le noyau villageois. Fait que je pense que vous avez terminé sur la fiscalité. Alors, je pense que